Dans cette vidéo, la mise au point d'un appareil photo, nous allons commencer par observer la vision humaine, car les mécanismes d'un appareil sont adaptés de la vision humaine. Comment fonctionne l'œil? Le rayon lumineux traverse la cornée, l'humeur aqueuse, est plus ou moins stoppé par le couple iris-pupille dans un mécanisme d'ouverture variable. Ensuite, les rayons traversent le cristallin. Le cristallin va permettre de faire la netteté. Enfin, après avoir traversé l'humeur vitrée, les rayons touchent la rétine. C'est la rétine qui transforme les rayons en impulsions électriques qui seront envoyées au cerveau par le nerf optique et ainsi recompose l'image d'origine. Mais comment l'œil fait le point? Vous avez certainement tous fait l'expérience de placer un doigt devant vos yeux et de faire le point, le focus, soit sur votre doigt, soit plus loin. Cette faculté de l'œil de faire le point sur un objet proche, après avoir d'abord regardé au loin, c'est l'accommodation. C'est le cristallin qui permet cela. La distance cristallin-rétine est fixe. Pour faire l'accommodation, l'œil n'a d'autre ressort que de plus ou moins bomber le cristallin sous l'effort des muscles ciliaires. Et pour l'appareil photo. Lorsqu'on a fabriqué les premiers appareils photo, on a imité les mécanismes de la vision humaine. On retrouve donc un système d'ouverture variable avec le diaphragme, l'équivalent iris-pupille. La rétine est remplacée par le capteur. Ce qui diffère, c'est que pour l'œil, le cristallin qui est chargé de faire le point est élastique. Il peut se déformer. Dans un objectif, il est impossible de déformer les lentilles. On va donc déplacer les lentilles pour faire la mise au point. Si on schématise, en simplifiant en ne gardant qu'une seule lentille dans l'objectif, pour un objet AB, les rayons traversent la lentille et convergent pour atteindre le capteur. Je ne reviens pas pour le moment sur la distance grand O, grand F', notée petit f', la distance focale. Nous aurons l'occasion d'en parler sur une vidéo sur la distance focale et les objectifs. Mais retenez surtout que la mise au point se fait à une distance donnée. On va l'évoquer tout au long de cette vidéo. Nous avons vu que la mise au point se fait à une distance donnée, mais que sont les possibilités qu'offre l'appareil photo pour faire cette mise au point, pour se caler sur la bonne distance? Le plus simple et le plus efficace quand on a le temps, la mise au point manuelle. L'objectif, car rappelez-vous, c'est lui qui sera chargé de faire le point, comme le cristallin de l'œil, possède une bague de mise au point. En tournant cette bague, on bouge les lentilles pour obtenir la netteté. C'est le moyen le plus efficace quand notre sujet est fixe, car alors la distance ne varie pas. Elle peut être connue fidèlement et appliquée grâce à notre bague de mise au point. Sur cet objectif Nikon, un 35 mm, nous avons la bague crantée de mise au point et un interrupteur pour passer de la mise au point manuelle à la mise au point automatique. Car en effet, la plupart des objectifs sont désormais munis d'un système automatique appelé autofocus. Sur cet objectif Canon, on retrouve notre bague de mise au point. L'interrupteur de mise au point manuel ou autofocus. Ce dernier n'est pas toujours présent. Parfois, seul un menu de l'appareil permettra de faire varier le mode de mise au point. Mais on voit surtout en plus un encart indiquant en pied, symbole FT, ou en mètres, symbole M, la distance de mise au point obtenue par l'autofocus. Avant d'attaquer le fonctionnement de l'autofocus, un mot sur l'importance de la profondeur de champ sur la mise au point. Je ne vais pas revenir sur la notion de profondeur de champ déjà abordée dans la vidéo sur les bases de la photographie, mais comme elle a une influence nette sur la mise au point, il est important de noter que puisque la mise au point est faite sur une distance précise, la netteté est tout de même plus ou moins grande autour de cette distance. D'ailleurs, sur certains objectifs, on peut obtenir une information sur cette zone de netteté acceptable. Regardez cet objectif. La bague inférieure est la bague d'ouverture. Ici, on ouvre à 2,8, ce qui, je le rappelle, est une grande ouverture, donc la profondeur de champ sera courte. De quelle distance sera cette profondeur de champ? Cela va dépendre d'où l'on fait la mise au point. La bague supérieure est la bague de mise au point. Ici, la mise au point est à 2 mètres. La bague centrale, qui ne bouge pas, va nous donner la profondeur de champ. Vous avez remarqué autour d'un losange des valeurs qui ressemblent aux ouvertures, parce que ce sont effectivement des ouvertures. À gauche de la marque, on cherche l'ouverture utilisée, ici 2,8, pour lire la distance correspondante sur la bague de mise au point et on obtient la distance minimale où cela devient net. Même chose à droite du losange. On reporte l'ouverture utilisée pour obtenir sur la bague de mise au point la distance où l'on quitte la zone de netteté. Ici, 2,8 n'est même pas présent sur la bague centrale. À cette ouverture, la profondeur est très faible. Par exemple, pour un plein format,
en 50 mm à ouverture 2,8 et une mise au point à 2 mètres, l'image sera nette de 1,80 m à 2,10 m. D'où l'importance d'une bonne mise au point. Tout ce qui est avant 1,80 m et après 2,10 m sera flou sur la photo. Et même si je garde la mise au point sur une même distance, comme sur ce schéma, et que je fais varier l'ouverture, observez la profondeur de champ qui s'étend à mesure que l'ouverture se réduit. Vous l'aurez compris, lorsque la mise au point est incertaine, on aura intérêt à fermer le diaphragme pour maximiser la profondeur de champ. Il est temps d'aborder comment fonctionne l'autofocus, du moins surtout en quoi il est utile, comment on s'en sert. Car bonne nouvelle, je ne vais pas décortiquer le mécanisme d'un autofocus, car autant je pense qu'il est nécessaire de comprendre les différences entre l'œil humain et le mécanisme d'un appareil photo, autant il n'est pas si important de savoir comment fonctionne l'autofocus. Vous savez d'ailleurs déjà l'essentiel. L'autofocus doit déterminer pour nous, et plus rapidement possible, à quelle distance se trouve le sujet photographié, sous-entendu plus rapidement qu'avec une mise au point manuelle. En pratique, ce sont des petites zones de l'écran qui vont déterminer ce qui est en focus pour l'appareil. On appelle ça des collimateurs. En règle générale, le collimateur central est le plus performant. Pourquoi? Les collimateurs ne sont pas forcément tous égaux. Pour déterminer cette distance, l'autofocus peut soit détecter les différences de phase, soit des différences de contraste. Je ne vais pas entrer dans ces notions. Retenez juste que pour fonctionner, structurellement, l'autofocus aura besoin de lumière. Dans le noir, oubliez l'autofocus. Et de points de contraste. Si vous essayez de faire la mise au point automatiquement sur une surface toute noire ou toute blanche, l'autofocus ne s'en sortira pas. Nous avons vu rapidement que derrière la notion d'autofocus peut se cacher plusieurs techniques différentes. Détection de phase, de contraste. Mais il faut aussi savoir, et cela aura beaucoup plus de conséquences pratiques, qu'il existe plusieurs modes d'autofocus. Deux essentiellement, AFS ou AFC, pour la plupart des marques, et leur équivalent chez Canon, OneShot et AI Servo. AFS, c'est le mode par défaut. C'est celui de votre appareil si vous n'avez jamais touché à ce paramètre. S, c'est pour single. C'est le mode pour les sujets qui ne bougent pas, ou très peu, ou très lentement. Pour comprendre ces différents modes, il faut savoir que l'autofocus se déclenche lorsqu'on fait une demi-pression sur le bouton de déclenchement. Cette demi-pression va déclencher l'autofocus et lorsque l'autofocus détermine qu'il a une ou des zones pour lesquelles le focus est OK, le ou les collimateurs changent de couleur, un bip se fait entendre si vous ne l'avez pas désactivé et si vous appuyez à fond, la photo est prise avec la distance de mise au point que cela implique. Mais que se passe-t-il si le sujet bouge? Dans le mode AFS, l'appareil va déterminer une distance et une seule distance. Soit vous appuyez, soit vous relâchez le bouton pour reprendre le processus et faire une distance. C'est pourquoi il existe un autre mode, AFC. C'est pour continu. Lorsqu'on fait la demi-pression, non seulement l'appareil fait une première estimation de la distance, mais il continue à faire cette estimation en permanence tant que le bouton est maintenu. On peut donc suivre ainsi notre sujet. Il existe un troisième mode à proscla, AFA ou AI Focus. C'est le mode auto de l'autofocus. Dans ce mode, l'appareil va essayer tout seul de déterminer s'il doit être en AFS ou AFC. Comme dans les modes automatiques, il va se tromper souvent. Pour terminer, quelques informations pratiques. Nous avons vu que l'autofocus était représenté par de multiples zones nommées collimateurs. On a tendance à croire que plus il y a de collimateurs, mieux c'est. Pas toujours. Je recommande même de sélectionner qu'un seul collimateur. C'est possible sur notre appareil le plus souvent. Choisissez le central. Si vous avez déjà fait de la photo, vous savez qu'il est recommandé de ne pas centrer votre sujet. Nous y reviendrons dans une vidéo sur les règles de composition. Cela pose donc un problème. On fait le point avec le collimateur central, mais on ne doit pas centrer le sujet. Mais souvenez-vous, la mise au point est bloquée tant que l'on maintient la demi-pression. Vous pouvez donc appuyer à mi-course pour faire le point avec le collimateur central, puis déplacer l'appareil pour recomposer et prendre la photo. Ici, sur cette photo, j'ai fait le point sur l'œil de l'animal avec mon collimateur central et recadré pour avoir l'animal au complet et sa tête sur un point de force dans la règle des tiers. Vous pouvez également éviter de recomposer en utilisant ce qu'on appelle la mise au point sélective. Dans ce mode, vous choisissez qu'un seul collimateur, mais pas le central, celui que vous voulez parmi les nombreux que propose votre appareil. Vous pouvez donc d'abord composer, puis choisir le collimateur qui sera le plus approprié, comme celui sur l'œil de l'animal ici. Autre possibilité est si le déclenchement de l'autofocus ne dépendait plus du bouton de déclenchement. Il est possible sur certains appareils de séparer le déclenchement d'autofocus et le déclenchement de la prise de vue, qui dépend au départ du même bouton. Si l'autofocus se déclenche avec un autre bouton, on peut ainsi demander l'aide de l'appareil pour déterminer la distance de mise au point en appuyant sur ce bouton et déclencher avec le bouton habituel
avec la mise au point verrouillée sur la distance précédente tout en cadrant comme on le désire.